le voit, le sujet de la transition environnementale écologique s'impose dans l'entreprise, à l'export, mais également dans le domaine du recrutement. Ça va être une des thématiques abordées dans cette table ronde, les entreprises face aux pénuries de main-d'œuvre, avec deux grands domaines qui vont impacter le recrutement dès demain, on y est quasiment, l'intelligence artificielle et la transition écologique. Pour parler de ces deux grands bouleversements à venir, avec moi, j'accueille Jacques Froissart tout d'abord. Vous êtes chasseur de tête et dirigeant du cabinet de recrutement expert dans le digital Altaïd. Merci à vous. Et juste à côté de moi, Hélène Ibanez, vous êtes secrétaire générale de la Fédération CFDT sur la protection sociale, le travail et l'emploi. Merci à vous. Je vous laisse nous faire tout d'abord, en commençant par vous, Hélène Ibanez, un panorama sur les secteurs en tension. Quels sont les secteurs dans lesquels on rencontre aujourd'hui en France les plus grosses difficultés de recrutement ? Bonjour. Oui, effectivement, on a pas mal de filières qui aujourd'hui sont confrontées à des vraies difficultés en termes d'attractivité et de recrutement. Et à l'intérieur de ces secteurs, en fait, on a deux grands cas de figure. D'abord, tout ce qui va concerner les métiers de l'informatique, des nouvelles technologies, où on est confronté à des difficultés en matière de profil qu'on va recruter, c'est-à-dire qu'on n'a pas assez de candidats avec les compétences adéquates pour le nombre de postes qu'il y a à pourvoir. Et je pense que ça, on y reviendra plus largement dans la suite. Et puis, on a tout un tas de secteurs comme l'hôtellerie, le tourisme, la restauration, tous les secteurs de l'aide à la personne, de la sécurité privée également, qui sont confrontés à des difficultés de recrutement qui sont, cette fois-ci, beaucoup plus liées à l'attractivité des métiers en tant que tels. Donc, des questions évidemment de rémunération, de conditions de travail. Et puis, une dimension qu'il ne faut pas négliger, qui est aussi l'attractivité des territoires dans lesquels s'inscrivent ces emplois. Et on va être confronté là à des difficultés, par exemple, sur trois champs importants qui sont le logement, la mobilité et les modes de garde, notamment dans des secteurs qui sont très féminisés. Je parlais des difficultés qu'on a aussi aujourd'hui en termes de recrutement sur l'aide à la personne. Il est clair que la capacité qu'un ou une salariée va avoir à pouvoir se loger en proximité de son lieu de travail, va avoir à se déplacer vers son lieu de travail et va avoir à accéder à un certain nombre de services, notamment en termes de mode de garde, va être extrêmement importante pour sa capacité à être employable sur le territoire. Vous l'avez dit, des secteurs très féminisés, mais aussi d'autres en manque de féminisation. Oui, aussi, je parlais des métiers des nouvelles technologies et de l'informatique. On a aussi là un vrai enjeu, alors c'est dès l'orientation, à faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de travailleuses qui aillent vers ces métiers-là, ce qui permet aussi de régler cette question du manque de profil qu'on peut avoir dans ce domaine où il y a de l'emploi et on n'a pas assez de salariés qui s'orientent vers ces métiers. Vous l'avez dit, un fort besoin aussi de logement, de transport pour régler des problèmes sur un territoire. C'est aussi le sens des actions territoriales que vous voulez porter en Nouvelle-Aquitaine avec la CFDT. Oui, tout à fait. Je parlais des trois dimensions qui sont aujourd'hui extrêmement importantes pour faire l'attractivité d'un territoire et des métiers sur un territoire. Et il se trouve que sur ces axes-là, on est assez convaincu à la CFDT que le dialogue social peut être une vraie solution pour apporter des réponses adaptées. On a quelques exemples. Donc la CFDT en Nouvelle-Aquitaine commence à lancer des projets de territoire. Et par exemple, dans les Deux-Sèvres, on a réussi à mettre en place une crèche interentreprise avec les équipes syndicales sur le terrain, avec les entreprises qui sont d'abord parties d'un constat partagé. C'est une enquête qui a été faite auprès des salariés. Et puis, on a utilisé le levier qui était la CAF, puisque la CFDT a la présidence de la CAF sur ce territoire. Et donc, en lien avec les pouvoirs publics, en lien avec la CAF, en lien avec les entreprises dans ce bassin d'emploi, on a pu monter une crèche interentreprise. Et là, typiquement, on est dans une solution qui est adaptée, qui est construite par le dialogue social et qui va générer plus d'attractivité pour les entreprises qui sont situées dans ce bassin d'emploi. Et on peut tout à fait imaginer le même type de solution, par exemple, sur les questions de mobilité, des choses assez simples. Par exemple, parfois, les horaires de transport en commun sont absolument pas adaptés aux horaires qui sont mis en place dans les entreprises. Des systèmes de covoiturage sont pas forcément pensés de manière interentreprise. Et donc, surtout
tous ces sujets-là, on peut apporter des réponses adaptées. Et dès que les entreprises parlent entre elles, on voit que les mêmes problèmes souvent émergent et à s'en rendre compte. Jacques Froissart, il y a de telles difficultés de recrutement aujourd'hui dans tous les secteurs que le numérique, le marketing aussi est aussi concerné. Oui, on a un constat chez Altéine, mais de manière générale dans l'univers du recrutement lié à l'innovation. Je vais au-delà du digital. Les métiers de l'environnement, c'est de l'innovation et sont souvent liés à des métiers techniques. On a connu un gros boom après le Covid. 2021 et 2022 dans le recrutement cadre ont été des années records. Ça se stabilise, mais on observe des fonctions qu'on évoquait, tout ce qui est lié à l'informatique de près et de loin, les développeurs, les métiers de la data, les métiers de la cybersécurité et bientôt les métiers liés à l'intelligence artificielle sont des métiers qui restent structurellement pénuriques, entre autres parce qu'il n'y a pas assez de femmes. Et où les cartes sont dans les mains des quelques candidats qui existent. Oui, donc les candidats sont... le rapport de force entre candidats et entreprises dans ces métiers-là, c'est complètement renversé. Aujourd'hui, nous, on est face en permanence à des candidats, même si le marché, là, aujourd'hui, est un peu plus... on le trouve un peu plus mou, nous, par rapport aux 2 années qu'on a connues. Mais quand on regarde les chiffres, il est équivalent à celui de 2019, où on était déjà en pénurie. En fait, on a des candidats qui sont sursollicités, qui ont parfaitement intégré, qui ne feront pas toute leur vie dans la même entreprise. C'est un marché de l'emploi qui est très fluide, qui n'hésite pas à démissionner, mais de manière générale, on hésite moins à démissionner. Je lisais une stat hier. En 2022, 520 000 personnes ont démissionné par trimestre de leur emploi. Là, c'est pas que cadre, c'est tout le marché. Pour des raisons qui sont diverses et variées. Mais ce qu'on observe, nous, en particulier chez les cadres liés à l'innovation, c'est qu'on n'hésite pas à démissionner, changer de job pour une entreprise qui a plus de sens, où la qualité au travail qu'on évoquait est mieux maîtrisée, mise en avant. Et cela avant la rémunération. Assez paradoxalement, on voit en 2023 et 2024, les rémunérations de ces métiers-là stagnent. On va chercher à améliorer son cadre de travail, travailler dans une entreprise qui a plus de sens, où je suis mieux considéré, où ce que je fais est mieux pris en compte avant la rémunération. Autant de pistes pour fidéliser du coup les salariés et sur lesquelles les entreprises doivent travailler. Oui, parce que par définition, quelqu'un qui démissionne, qu'on estime être quelqu'un qui apporte beaucoup à l'entreprise, ça a un coût à l'entreprise qui est très élevé. Parce que y a un coût de recrutement de son remplacement, il y a un coût de formation de son remplacement, de montée en compétences. Et souvent, on sait que quelqu'un qui démissionne, en gros, même si on l'a remplacé assez vite, on aura son équivalent en termes de performance, d'apport à l'entreprise dans un délai d'environ 1 an. Et on le voit, les transitions à la fois sur l'intelligence artificielle et écologique vont amener des tensions encore plus accrues et des besoins de renouvellement. Vous me disiez, Hélène Ibanez, beaucoup de métiers en lien avec la transition écologique n'existent pas encore. Comment est-ce qu'on va faire acquérir des nouvelles compétences à des millions de salariés ? Oui, il y a une difficulté sur des métiers qui n'existent pas encore. Il y a aussi une difficulté extrêmement importante sur l'obsolescence des compétences. Il y a une étude de l'OCDE qui dit en gros qu'en 87, une compétence, elle avait une durée de vie de 30 ans. Aujourd'hui, une compétence commence à devenir obsolète au bout de 2 ans. C'est le rythme des transitions qui aujourd'hui est extrêmement difficile, et il y a tout intérêt sur cette question à pouvoir construire des solutions en proximité avec les entreprises. Il y a un enjeu autour de la formation professionnelle continue, de l'actualisation des compétences. On a
globalement 2 lieux où en termes de dialogue, on peut construire des solutions adaptées avec les partenaires sociaux. Le premier, c'est les CREFOP, où la CFDT est très investie aussi. Si vous pouvez détailler du coup les comités régionaux. Les comités régionaux emploi, formation professionnelle, et c'est dans ces comités qu'on va discuter de tout ce qui peut se faire en termes de plans de formation sur un territoire, donc permettre d'avoir des plans de formation qui sont adaptés à la réalité du tissu économique et des besoins des entreprises. La CFDT donc est très impliquée effectivement dans ces structures-là, et nous on espère vraiment avoir un dialogue social aussi avec des entreprises et des partenaires sociaux côté représentation patronale qui se saisissent de ces sujets parce qu'ils vont être de plus en plus importants. On a aussi la question dans les branches professionnelles, là pour avoir cette fois-ci des plans de formation et de montée en compétences qui sont adaptés par secteur d'activité. On a la question d'investir mieux les OPCO, qui sont les opérateurs de compétences, pour pouvoir justement répondre à ces défis et à ces nouvelles transitions. C'était dit sur la table ronde précédente, mais c'est très vrai. Une question de l'attractivité des entreprises, c'est aussi la capacité à porter des démarches en termes de RSE. C'est la capacité des entreprises à être vertueuses. Alors, il y a tout un pan pour ça autour de l'innovation, la recherche. Ces métiers-là vont être extrêmement importants, mais on a aussi des besoins en termes de compétences sur la gestion de projet, pour toute la ligne managériale. Une démarche RSE, elle ne fonctionne au bout du bout que si elle est portée par l'ensemble de l'entreprise et par l'ensemble des salariés. Et avoir, par exemple, une ligne managériale qui est vraiment formée sur ces questions-là et qui peut les intégrer dans le quotidien de l'entreprise, ça va être fondamental. Vous disiez situation inédite et c'est très important de pouvoir mener des expérimentations pour répondre à cette situation. Ça, c'est vraiment une revendication que les expérimentations partent du terrain. Oui, c'est exactement ça. On ne construira jamais, face aux transitions qu'on vit, des plans de compétences, enfin des plans de compétences, des plans de formation qui partent du haut, qui sont uniformes nationalement, qui sont uniformes pour tous les secteurs d'activité. Et de ce point de vue-là, il y a tout intérêt à pouvoir porter des expérimentations dans ces lieux de dialogue social sur les compétences, sur la formation professionnelle. Jacques Froissart, on l'a vu il y a 1 an, l'intelligence artificielle est devenue un sujet de société. Comment est-ce que les entreprises y réagissent? Est-ce qu'elles ont été également percutées par ce grand sujet? Elles commencent à être sérieusement percutées. Alors il y a 2 réactions. On interdit l'utilisation de l'intelligence artificielle, ce qui est compréhensible aussi quand on travaille sur des sujets sensibles. Parce que quand vous interrogez un chat GPT sur un sujet et que vous y insérez des données de l'entreprise, par exemple, elles deviennent publiques pour ChatGPT. Donc, il y a des entreprises qui font très attention à ça. Mais il y a des tas de sujets d'expérience qui sont pris en main par des salariés parce qu'ils s'aperçoivent qu'ils vont gagner énormément de temps sur la production d'un rapport, sur des sujets. C'est typiquement le type de sujet, on parlait d'acquisition de compétences, qui se déclenche finalement en interne par des gens qui s'en emparent et qui vont se faire leur expérience. Mais on a vécu ça avec le marketing digital. Il est né dans les entreprises un peu par empirisme, par un patron marketing ou une patronne qui était intéressée par ça, ou par des stagiaires qui utilisaient telle ou telle chose, tel outil, je ne comprends pas. Et on a vu arriver des outils dans les entreprises comme ça. Donc l'IA, ça va arriver aussi par cet aspect-là. Mais c'est aussi un enjeu crucial pour des entreprises parce que ça va bousculer les façons de faire. Et lié avec la transformation environnementale, là, ça fait 2 gros sujets pour les entreprises qu'on voit monter, nous. Utiliser l'IA, c'est aussi mieux utiliser les données de son entreprise. C'est s'ouvrir un champ des possibles aussi sur des sujets. Et on le voit bien, nous, ça percute tout un tas de métiers. Je ne pense pas qu'il y ait des métiers qui échappent demain à cette révolution de l'intelligence artificielle. Après, il faut expérimenter, voir ce que ça apporte. Aujourd'hui, on en est au balbutiement.
faut être prudent aussi en même temps quand on a des données sensibles, donc savoir se déconnecter ces expériences de choses qui pourraient devenir publiques et qui pourraient être entre les mains de concurrents. Très clairement, est-ce que ça veut dire que demain, un salarié qui ne maîtrise pas des outils IA sera en déficit de compétences ? Je pense, comme le digital l'a percuté, comme les entreprises qui n'ont pas pris en main le sujet du e-commerce à temps. Par exemple, le Covid a été un énorme booster du e-commerce B2B en entreprise, parce qu'on s'est aperçu que le e-commerce B2B avant le Covid en France, c'était 2 fois moins que l'Allemagne et 3 fois moins que l'Angleterre. Donc on rattrape ce retard parce qu'on manquait de compétences, que c'est des sujets qui faisaient peur. Et il y a des sujets comme ça, il faut, dans le langage du digital, on parle de test and learn. Donc essayer et apprendre. Typiquement, le sujet de l'intelligence artificielle, c'est un sujet qui va naître dans les entreprises. Il faut essayer des choses. Faut s'apercevoir qu'on on va gagner beaucoup de temps sur tel sujet, sur d'autres non, où ça va ouvrir aussi, nourrir à la réflexion, ouvrir des fenêtres auxquelles on ne pense pas. Mais c'est comme ça qu'il faut l'aborder. On l'a vu tout à l'heure, ce sont les candidats qui connaissent le secteur de l'IA qui dictent un peu les règles du jeu. Une entreprise demain qui ne connaît pas ces sujets-là, est-ce qu'elle peut vraiment prétendre à recruter un de ces profils-là très demandés, ou est-ce que ça va être plus un soutien ponctuel ? Alors, à ces entreprises-là, je les conseille, mais de la même manière qu'il y a 10 ans, quand on venait me voir en disant on veut recruter un Chief Digital Officer, c'était le métier à la mode. Maintenant, il n'y en a plus dans les entreprises. Hein. C'est le sujet du marketing, généralement. On leur conseillait de commencer par travailler avec des sociétés de conseil pour les accompagner et s'acculturer un peu avant de recruter quelqu'un sans savoir ce qu'ils vont en faire aussi. Donc ça, c'est une démarche importante à avoir. Et puis après, c'est s'entourer de gens qui ont l'expertise pour les aider à recruter. Là, je prêche un peu par ma paroisse. Parce que un cabinet comme nous, ça fait 30 ans qu'on accompagne des gens dans l'innovation. Ça fait déjà quelques mois qu'on recrute sur des métiers liés à l'IA et on se forge une expérience qui va permettre d'enlever des erreurs. Je terminerai en vous posant une question à tous les deux. Est-ce que les entreprises que vous croisez, les clients que vous observez, ont vraiment réalisé à quel point ces deux sujets vont bouleverser leur activité et leurs organisations ? C'est un sujet qu'on entend de plus en plus, mais est-ce que la mesure des transformations est véritablement prise ? Je ne suis pas sûr complètement. Je pense que le sujet environnemental commence à être bien pris en considération par les entreprises, puis en plus à partir du 1er janvier, pour les ETI les plus grosses, il y a des contraintes légales de mesures qui vont s'imposer, donc on est obligé de prendre en main le sujet. Sur l'IA, c'est encore le tout début. Maintenant, il faut prendre en main le sujet, encore une fois tester, voir des choses. On en est au tout début, on ne sait pas ce que ça va faire, mais le laisser pour compte, c'est aussi une erreur de stratégie pour une entreprise. Hélène Ibanez, est-ce que trop d'entreprises laissent pour compte encore ces sujets ? Je pense qu'il y a un début de prise de conscience, oui, sur la transition écologique, parce qu'il y a une législation qui évolue. Je crois que la dimension lien entre la transition et l'attractivité des entreprises, elle n'est pas encore complètement mesurée. En tout cas, nous, dans les entreprises qu'on voit, non, le lien n'est pas encore complètement mesuré. Merci à tous les deux pour cette séquence dédiée aux difficultés de recrutement.